Bonjour. Alors, on m'a demandé de dire ce que je pense de Vipassana. Alors, je vais me prêter au jeu loyalement, mais d'abord, je dois dire que ce que j'en pense n'a absolument aucun intérêt, me semble-t-il. C'est juste un point de vue parmi plein d'autres points de vue, y compris de gens qui ont une longue pratique ou qui pratiquent encore, ou d'autres qui viennent de commencer la pratique, peu importe. Donc je vais aborder la chose autrement et à la fin de cette petite vidéo, je vous proposerai une exploration guidée d'un Vipassana à ma sauce, si l'on peut dire. Donc tout d'abord, savoir qu'au nom de Vipassana, il y a des tas d'approches très différentes. D'ailleurs, si vous lisez le livre de Jack Canfield qui a été traduit en français par Dharma Vivant, je ne sais plus chez quel éditeur, vous voyez 12 maîtres hommes et femmes du XXe siècle et du XIXe aussi d'ailleurs, fin XIXe, XXe, qui ont des approches sensiblement différentes, même si le point commun, c'est le bouddhisme. Alors c'est aussi pour ça que pour moi c'est difficile de parler ou de dire ce que je pense du Vipassana, parce que je ne suis résolument pas bouddhiste. Je suis un ami du Bouddha parce que le Bouddha a dit que si ce que je dis, vous ne l'avez pas vérifié, ce n'est pas vrai pour vous. Mais si vous l'avez vérifié, alors c'est une vérité pour vous. En ce sens-là, je suis un ami du Bouddha, pas un bouddhiste, mais un ami du Bouddha, pourquoi pas son disciple, mais en aucun cas un bouddhiste. Pourquoi je dis ça? Encore une fois, je ne veux offenser personne, mais les dogmes, les doctrines, les préceptes, c'est pas trop mon truc, à vrai dire, c'est même pas du tout mon truc. La théorie non plus, sauf quand elle est descriptive. Par exemple, dans le Visuddhimagga, qui est un texte très important, dans lequel on trouve le développement du Vipassana, et les différents stades par lesquels on passe dans la pratique du Vipassana, là c'est quasiment descriptif, même si c'est dans des termes qui seraient bons de simplifier, non pas pour les rendre simplistes, de les clarifier, disons, et de les rendre dans un langage qui ne soit ni ampoulé, ni pompeux. Voilà. Donc, je n'adhère pas du tout à tous ces dogmes, doctrines, etc. Et c'est ce qui fait que j'ai le Vipassana laïque, si on peut dire. Je suis loin d'être le seul, hein, mais je le dis. Voilà. Même si, encore une fois, hein, il y a des vérités énoncées par le Bouddha que je vis, donc elles sont vraies pour moi, elles sont universelles. C'est pas du bouddhisme. L'impermanence, l'absence de soi, l'insatisfaction, la souffrance, ce sont des réalités que chacun d'entre nous, chacune évidemment, peut vérifier et constater. Donc, ça n'a rien de bouddhiste. Quand Bouddha dit qu'il pleut et il pleut, c'est pas bouddhiste de dire qu'il pleut. Donc, Vipassana, moi ça fait une bonne 50aine d'années que j'ai mis les deux pieds dedans. Et bien que dans différentes approches, mais j'ai surtout principalement pratiqué celle de Goenka, qui à mon avis est la plus puissante que j'ai eu à pratiquer, du fait du dispositif essentiellement et de l'approche extrêmement rigoureuse, quasi austère, que Goenkaji avait transmise après son enseignant Ubakin. Ceci dit, ne pas penser que Goenka transmettait vraiment ce que son enseignant Ubakin lui avait transmis, parce qu'il y a eu pas mal de codisciples de Goenka qui ont eu des approches légèrement ou carrément différentes et qui étaient également des élèves d'Ubakin. Donc, et pour moi, c'est toujours bon signe d'ailleurs que quelqu'un vive la chose, se l'approprie et la transmette, même si c'est toujours au nom de son maître, à la fois par humilité et par gratitude. Donc, ce que je trouvais d'excellent dans le Vipassana de Goenka, hormis
les discours bouddhistes, mais il y avait des vérités dedans qui me comblaient. Quand je parle des discours bouddhistes, c'est tout ce qui a trait à la réincarnation, etc. Bref, que chacun en pense ce qu'il en veut. Et donc, c'est que déjà pour apprendre la technique que Goenka transmettait, il fallait au moins une fois faire un cours de 10 jours, une retraite de 10 jours. Pendant plusieurs jours, on se concentrait sur la respiration. Et puis à partir du 4e jour, on entrait, donc c'était samatha, et à partir du 4e jour, on entrait vraiment dans le vipassana, qui était, alors chez Goenka, je vais simplifier, parce que ce serait trop long, c'est vraiment un exercice qui consiste à balayer toute la structure corporelle, non seulement à la surface, mais aussi à l'intérieur. Et il y a plusieurs heures par jour où on est complètement immobile, même s'il y a de fortes douleurs, des démangeaisons, des moustiques qui vous piquent, etc. Et c'est là que c'est extrêmement intéressant, parce qu'on ne peut pas échapper à son propre conditionnement. C'est-à-dire qu'on va se surprendre dans tous nos combats, nos refus, nos résistances, notre folie en tant qu'individu égocentré, parce qu'on va voir tout ce qu'on refuse, tout ce qu'on recherche, la quasi-incapacité à rester dans le moment présent, dans la présence de l'instant, à tout le temps retourner dans le passé, se projeter dans le futur, enfin, voilà. Et c'est d'une intensité telle, ça c'est un point par rapport au conditionnement. Le deuxième point, c'est que le fait d'être immobile et à l'écoute comme ça, même ceux qui pratiquent mal, c'est-à-dire qui se concentrent, qui ont des objectifs, etc. Je dis mal pratiquer dans le sens où c'est pas une approche gratuite et ouverte, c'est plus de l'écoute. Mais n'empêche, on peut tous passer par là. Même là, la découverte qu'on fait, parce que comme les séances sont longues, ben même si on est dans cette attente, il y a des tas de moments où l'attente lâche et on est vraiment dans l'écoute. Et dans l'écoute, on fait la découverte de l'impermanence vécue dans nos os, dans nos sensations, dans notre chair, dans notre mental même si le mental est très changeant, ça c'est pas un scoop. Voilà. Donc c'est assez étonnant. Et très rapidement, si on passe pas son temps à rêvasser ou à bouquiner, il y a des gens qui faisaient ça, qui dans des cellules de méditation bouquinaient au lieu de pratiquer. C'est pas la peine de faire vipassana, autant aller lire. Donc, si on est vraiment dans le vipassana, c'est-à-dire à l'écoute de soi-même, alors là, on découvre des choses de plus en plus fines, subtiles, ce qui ne veut pas dire agréable, parce que précisément, plus ça s'ouvre et plus il y a des conditionnements très anciens qui remontent à la surface, souvent accompagnés de sensations extrêmement désagréables, pénibles, d'émotions très fortes. Et c'est là qu'il est important de réaliser qu'on n'est pas l'individu moi-je. Sinon, c'est terrible. Et souvent, la plupart du temps, c'est d'abord terrible, effrayant, voilà. Et je ne voudrais pas laisser que cette touche-là transparaître. Il y a des moments d'extase incroyable, d'absorption, d'oubli de soi en tant qu'ego, phénoménaux, quoi. Donc, si on me demandait est-ce que ça vaut la peine, je dirais oui, bien sûr. Mais après, tout dépend dans quel état d'esprit et à quoi bon, quoi. Ceci dit, ça va être trop long si je continue comme ça. Donc, je vais aller à l'essentiel. Le hic avec le vipassana, la plupart du temps, c'est qu'on met tellement l'accent sur les phénomènes observés qu'on oublie l'espace ouvert à partir duquel ça observe. Je dis ça parce qu'on a découvert qu'il n'y a pas de moi-je. Que moi-je, c'est une pensée qui se reconstitue. Voilà. Donc, quand on réalise cet espace ouvert, cette vacuité, si vous préférez qu'on l'appelle comme ça, ce vide, alors là, c'est absolument fascinant.
Ça l'aide tout le temps, fascinant. Mais là, on est dans une approche où il n'y a plus le moindre effort, plus la moindre volonté ou intention, il n'y a plus de résistance, même aux résistances, parce qu'il y a des résistances qui vont se présenter, mais on résiste pas à la résistance, on réagit pas à la réaction, c'est-à-dire qu'on est comme un spectateur désengagé qui assiste à un spectacle qui est le spectacle de soi-même. C'est franchement étonnant. Donc, on découvre assez rapidement, quand on est dans cette profondeur, cette intensité, que le corps entier est tout le temps soumis à des flux de vibrations très rapides qui traversent toute la structure corporelle. Et ces flux de vibrations, à nouveau, font remonter des choses très denses, très enracinées, très profondes. Voilà. Donc, c'est ce truc-là dans Vipassana qui est le hic pour moi. C'est-à-dire que c'est thérapeutique, pour le dire ainsi. Le problème, c'est que ça donne tellement d'importance à l'individu moi-je qui a l'impression de faire un travail extraordinaire ou essentiel, de nettoyage, de purification. C'est sans doute le cas, hein, mais c'est pas un objectif en soi. C'est un effet secondaire de la pratique. C'est pas l'objectif. L'objectif, si tant est qu'il y en avait un, c'est d'être libre. C'est de découvrir cet espace infiniment ouvert que nous sommes. Et ça ne peut se découvrir que quand on cesse de porter notre attention de manière obsessionnelle aux phénomènes, que ce soit les sensations, les pensées, les images, les souvenirs, et moi je ceci, moi je cela. Donc, à un moment donné, inévitablement, le Vipassana nous fait retourner l'attention des phénomènes vers ce qui perçoit les phénomènes. Et là, ça change. On vit la non-dualité vivante. Alors, le mystère pour moi, c'est parce que je le formule comme ça, mais j'ai plein d'amis vipassaniens de très longue date, de plus de 50 ans, qui semblent ne pas réaliser réellement la non-dualité vivante. Et souvent, ils sont encore dans un trip de nettoyage, et je crois que c'est très profondément lié aux doctrines bouddhistes, parce qu'ils sont tellement dans une recherche de nettoyage, de préparation pour acquérir des mérites et éventuellement revivre, renaître dans de meilleures conditions. Et là, on n'est plus dans le Vipassana du tout. Puisque Vipassana, on l'a dit, c'est voir les choses telles qu'elles sont. D'ailleurs, j'avais dit qu'on en parlerait. Qu'est-ce que ça signifie voir les choses telles qu'elles sont? Est-ce que c'est voir une chaise, un arbre, une personne? Oui, mais pas seulement en apparence, c'est les voir aussi et surtout en essence. Et c'est là où il y a la rencontre du Vipassana et de la non-dualité. Voir les choses dans leur apparence, ça peut être la forme de Vipassana primitive. Et voir les choses dans leur essence, c'est la forme de Vipassana quand il n'y a plus d'effort, ni d'intention, ni de désir d'obtenir quoi que ce soit. Il n'y a même plus de recherche d'éveil ou de libération. Parce qu'il faut bien comprendre que les moments où on est dans notre espace ouvert, quand je dis nôtre, c'est le même pour tous. Il y a un seul espace infiniment ouvert. Chacun en fait l'expérience à partir d'un jeu, mais vous voyez, c'est le même. C'est un seul espace d'écoute, un seul espace libre et grand ouvert. Et dans cet espace-là, il n'y a plus place pour le moindre désir, la moindre intention ou la moindre recherche. On est comblé, il manque rien. C'est là qu'il y a un paradoxe, parce qu'on peut pour autant quand même continuer à pratiquer, mais on n'a plus la moindre intention. On pratique parce qu'on aime ça, comme on joue de la guitare, du piano, qu'on fait du tai chi, du qigong, vous voyez, qu'on fait de la rando, enfin on aime ça. Et donc on pratique, et on n'en attend rien. On ne le fait pas dans le but de, mais on le fait parce que. Ça change vraiment la façon de pratiquer. Donc, moi j'ai lâché le Vipassana formel à la fois parce que j'étouffais
dans le cadre institutionnel du Vipassana, et parce que j'en éprouvais plus du tout le besoin. Mais honnêtement, si on me demandait es-tu toujours Vipassanien, je serais obligé de répondre je ne suis rien, mais oui, malgré tout, je suis et Vipassanien et un peu Krishnamurtien, et un peu Advaitin, et un peu taoïste, et un peu Chan, et un peu Zen, et un ami des visions sans tête, et un ami du Dzogchen, et un ami de mes frères kabbalistes, et un ami des soufis. Donc vous voyez, mais oui, je suis Vipassanien. Si par Vipassana, on entend voir les choses telles qu'elles sont, en apparence et surtout en essence. J'ai beaucoup parlé, me semble-t-il, je ne sais pas, je ne vois pas l'heure, mais je vous propose, si vous le voulez bien, qu'on fasse ensemble une petite exploration guidée. Alors je vais la faire assez brève pour pas que ce soit vraiment trop long. Et ce serait préférable, si vous le voulez bien, de fermer les yeux dans une posture confortable, de préférence assise. Allongé, on pourrait s'endormir. Debout, ça peut être fatigant. En mouvement, c'est pas terrible là pour commencer. Donc assis, les yeux fermés, on laisse son corps se relâcher comme il le peut. Ça, on peut faire un survol rapide et voir si on a les mâchoires contractées, on les desserre, on les laisse se desserrer. Si on a les sourcils froncés, on les laisse se défroncer. Si on a les yeux qui tirent plus que nécessaire, on leur permet de se relâcher, de se détendre. C'est plus facile d'ailleurs les yeux fermés. On laisse la nuque se dégager, les épaules, le plexus solaire, l'abdomen, le dos, les membres. On permet à tout notre corps de se relâcher sans chercher une détente parfaite. Et on est conscient de tout ce qui se passe en nous, autour de nous, mais on ne s'implique dans rien du tout. Comme si on était juste un regard ou une écoute, ce qu'on est d'ailleurs. Et pour commencer, je vous invite à prendre conscience des mouvements de la respiration. Alors c'est souvent plus facile dans la région de l'abdomen, de se donner au mouvement de l'abdomen qui se gonfle lorsqu'on inspire, se dégonfle lorsqu'on expire, puis se donner au silence qui suit l'expire, et à l'inspire qui vient naturellement ensuite. Et quand je dis se donner ou suivre le souffle ou la respiration, il ne s'agit pas d'y penser ou de faire l'effort de, c'est vraiment de se rendre sensible au mouvement du corps, donc dans la région de l'abdomen, là, l'abdomen qui se soulève, s'abaisse. On peut aussi avoir conscience du son du souffle. Et on n'intervient pas du tout sur la respiration. On cherche ni à la ralentir, ni à l'approfondir, ni à l'équilibrer. Elle est telle qu'elle est. Nous, on ne fait qu'observer, sans même l'effort d'observer. On constate. On est un constateur plus qu'un observateur. Un constateur, j'allais dire tiède, mais c'est pas bon, mais non impliqué. On se laisse bercer par le souffle. On se fiche pas mal qu'il y ait des pensées, des sensations, des images. On leur accorde aucun intérêt. On les chasse pas, on les ignore pas, on leur accorde pas d'intérêt. On accompagne la respiration. Les mouvements de l'abdomen, le son du souffle, peut-être les deux.
Puis je vous invite à porter votre attention au sommet du crâne. Et il ne s'agit pas, là, pour le petit voyage qu'on va faire, d'imaginer, de se représenter ou de penser le corps, mais vraiment de ressentir, même si notre ressenti n'a rien à voir avec la réalité anatomique ou celle que nous renverrait le miroir. On s'occupe vraiment de la réalité sensible, sensitive, énergétique, ce qu'on perçoit. Pas ce qu'on pense ou ce qu'on imagine, ce qu'on perçoit. Et donc en ce moment même, au sommet du crâne, à l'écoute de la perception qu'on a, la présence des sensations ou peut-être leur absence. Et sans les nommer, sans les qualifier, on peut constater quel type de sensation, s'il y en a. Sans chercher à les conserver ni à les chasser, juste être à l'écoute, un constateur non impliqué. Et depuis le sommet du crâne, on permet à notre attention de glisser, de s'écouler tout le long du crâne, les côtés, l'arrière, à l'écoute de la perception qu'on a de cette région du corps. Puis le front, la région des yeux, sans rien oublier ni rien négliger, sans se fixer ni se concentrer sur quoi que ce soit. C'est comme quand on regarde des nuages dans le ciel ou des oiseaux. Mais là, c'est le front, les yeux, le nez, l'intérieur des narines, la perception qu'on en a, les joues, les oreilles et l'intérieur des oreilles, la bouche et l'intérieur de la bouche, incluant les mâchoires, les gencives, la glotte, tout ce qu'on peut trouver. Le menton, en dessous du menton, on voit maintenant la perception qu'on a de l'ensemble de notre tête, crâne et visage. La perception qu'on a, le ressenti. Puis on laisse notre attention s'écouler le long du cou, devant, derrière, sur les côtés. Et simultanément sur les deux épaules, la perception qu'on a des épaules. Et depuis les épaules, on permet à notre attention de s'écouler, de glisser tout le long des bras, jusqu'au bout des doigts et la paume des mains. La perception qu'on a ici et là, il y a des zones où on sent beaucoup de sensations, d'autres où peut-être on sent rien. Parfois c'est agréable, parfois ça l'est pas. Peu importe. Et parfois on sent rien, peu importe. Notre boulot, si on peut dire, c'est juste d'être à l'écoute et de constater. Sans nous impliquer dans ce qu'on voit, ce qu'on ressent, ce qu'on entend. Puis on laisse l'attention se porter dans la région de la gorge, la perception qu'on a. Et depuis la gorge, on va laisser l'attention glisser, s'écouler tout le long du ventre jusqu'au bas-ventre, sans se fixer nulle part, ni sur aucune sensation ou absence de sensation, mais à l'écoute de toute cette région de la gorge au bas-ventre, la perception qu'on en a maintenant. Puis on laisse l'attention se porter dans la région de la nuque. Et depuis la nuque, on va la laisser glisser, s'écouler tout le long du dos jusqu'en bas du dos, sans oublier la colonne vertébrale. Encore une fois, on n'imagine pas, on ne pense pas, on ne se représente pas, on perçoit. Si on a l'impression de rien percevoir, c'est ça en ce moment qu'on perçoit. L'absence de sensation ou différentes sensations. Et s'il vous plaît, on est dans un état d'esprit où on accueille les résistances, les réactions, on ne les entretient pas, on ne donne pas corps aux réactions, on ne réagit pas, on ne résiste pas, on accueille tout ce qui se présente
tout ce qui se perçoit. Puis la région des fesses, la perception qu'on en a. Puis la région génitale. Et depuis le haut des jambes, on laisse s'écouler, glisser notre attention jusqu'à la plante des pieds et la pointe des orteils. La perception qu'on a de toute cette région du corps. Sans le moindre effort, patiemment, à l'écoute. Puis sans plus laisser l'attention se diriger où que ce soit, on voit quelle perception on a en ce moment même de l'ensemble du corps. Encore une fois, pas le corps qu'on pense ou qu'on imagine, le corps tel qu'on le perçoit en ce moment même, même si ça ne correspond pas du tout à la réalité anatomique, celle que le miroir renverrait. Et à présent, je vous invite à permettre à votre attention de se retourner vers sa propre source, c'est-à-dire vers ce qui est attentif. C'est-à-dire qu'on ne laisse plus l'attention se porter sur les phénomènes qui changent tout le temps, mais sur ce qui constate les phénomènes changeants, sur cet espace infiniment ouvert qu'on ne va pas localiser où que ce soit, parce qu'il n'est pas localisable. Il n'a pas de forme, il n'a pas de limite, il n'a pas de couleur, il n'a pas de son, il n'a pas d'odeur. Et donc on permet à l'attention de se retourner vers sa source et de se reposer en elle. Et là, vous pouvez peut-être constater que c'est depuis cet espace ouvert qu'on peut assister à l'émergence des pensées, des sensations, des émotions et à leur disparition. Et qu'on n'est pas du tout tenu de s'y impliquer et que quand on ne s'y implique pas, on est libre là maintenant tout de suite. On se retrouve sans attente, tranquille, comblé. Si c'est pas le cas, c'est vraiment pas grave, ce sont juste des indications. Si vous avez envie de revenir à ce genre d'exercice, voilà, c'est à ça que servent ces indications. Vous pouvez aussi peut-être remarquer que quand on est cet espace ouvert, il y a tellement d'espace que à peu près rien ne peut nous déranger, même dès le début, même quand c'est nouveau pour nous de retrouver cet espace qui est pourtant toujours déjà là et disponible. Des douleurs, c'est pas grave, on n'en souffre pas. De l'agitation, c'est pas grave. On se sent tranquille, on se sait tranquille. L'agitation ne dérange pas. Des pensées, ok, allez-y les filles. Venez, restez, partez, vous n'êtes pas moi. Il n'y a plus de penseurs, il n'y a plus d'observateurs, il n'y a même plus vraiment de constateurs. Il n'y a plus que ce qui est. Et ce qui est, c'est ce que vous êtes, c'est ce que je suis, c'est ce que nous sommes tous. Et si vous le voulez bien, vous pouvez rouvrir les yeux, reprendre conscience de votre environnement immédiat, de la perception que vous avez de votre corps, des 5 sens, de l'environnement. Du regard que vous portez en ce moment même sur tout ça, ou de l'écoute si vous préférez.
Et très tranquillement, si vous le voulez bien, on va pouvoir sortir vraiment de cette petite exploration. Et j'espère avoir un peu répondu à votre question. Je ne connais plus votre prénom, c'est pour ça que je vous ai pas nommé. Je sais plus si vous êtes Sabine, Delphine, Séverine, ou peut-être rien de tout ça. Pardonnez-moi. Je vous remercie tous. À bientôt.